Et je reçois aujourd'hui sur le plateau Christophe Douat, président du directoire de Medincell. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors Medincell, société fondée en 2002, introduite en octobre dernier, c'est tout récent, à 7,25 €. Une biotech, dois-je dire d'ailleurs une biotech, vous allez sans doute me le dire, on va dire une société de santé innovante avec peut-être cette idée aussi simple que géniale. Medincell ne va pas traiter du médicament en lui-même, mais de son enveloppe, avec cette promesse de dire que finalement, aujourd'hui, on prend peut-être un traitement et puis on oublie et puis finalement, on ne l'observe pas très bien et puis on guérit moins bien forcément. Avec votre technologie, le BIPO, vous allez nous l'expliquer, il y a cette idée que finalement, il y aura moins besoin en tout cas, les espaces entre les prises de traitement seront plus espacés et on va mieux respecter son traitement et donc guérir plus efficacement. C'est ça un peu cette promesse de Medincell ? Tout à fait. Aujourd'hui, dans la santé, la priorité des systèmes de santé, même la priorité de l'OMS, c'est ce qu'on appelle l'observance. C'est s'assurer que le patient va prendre son traitement. Quand on regarde les statistiques, c'est frappant. Un patient sur deux ne démarre pas ou ne suit pas son traitement, donc avec des conséquences sur sa santé, réhospitalisation, des coûts induits, et ça coûte très cher. Donc aujourd'hui, Medincell propose une solution, donc avec ce qu'on appelle une injection longue action. On vous fait une injection qui va former, comme ça. Tout à fait, en sous-cutané, qui vous forme un petit dépôt sous la peau. Et après injection, ce dépôt va diffuser le médicament pendant la durée escomptée, parfois quelques semaines, parfois quelques mois. Et donc le patient n'a plus à se soucier de prendre son médicament et le médecin sait qu'il le prend. Ça, c'est votre technologie de copolymère qui permet vraiment de régler médicament par médicament le minuteur de la pompe, en fait. Oui, alors parfois je prends l'image parce que ce que je dis, ça paraît simple, mais c'est très complexe parce que, en fait, ce qu'on fait, c'est une mini-pompe virtuelle qui doit être injectable, diffuser un médicament dans la durée de façon sécurisée. Et ça, c'est nos plus de 50 PhD qui le font à Medincell. Et tout leur savoir-faire avec la technologie, c'est de définir les bons polymères qui, associés à la molécule du produit en question, va permettre d'assurer cette diffusion dans le temps. Alors là, vous avez donc deux produits qui sont bien avancés. On peut peut-être parler du premier qui est déjà en phase 3 et qui s'attaque à la schizophrénie. Pouvez-vous nous dire un petit peu plus sur le déroulement, enfin sur le mécanisme d'action de ce produit ? Tout à fait. Alors d'abord, la schizophrénie, c'est vraiment l'exemple type où l'observance est absolument fondamentale. La schizophrénie, c'est 1% de la population, c'est majeur, c'est plus que le diabète, c'est plus qu'Alzheimer. Et évidemment, quand les patients schizophrènes ne prennent plus leur traitement, il y a des conséquences. Il y a deux chiffres que j'aime citer. Plus de 20% des femmes incarcérées aux États-Unis sont schizophrènes. Et certaines estimations donnent que 20% des nuitées d'hôpital aux États-Unis sont liées de près ou de loin à la schizophrénie. Donc vous mesurez l'impact du manque d'observance. Et là, typiquement, on permet, dans notre produit phare, de traiter le patient avec une injection tous les 2 mois. Et alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que vous utilisez un médicament qui est bien connu, qui est la risperidone, donc qui est déjà sur le marché, donc qui est déjà connu des autorités de santé, et que vous, en fait, vous revoyez son enveloppe pour optimiser ses résultats. Donc, a priori, quand même, un peu moins de risques, si je comprends bien, comparé à des essais traditionnels, si j'ose dire, de biotech. Oui, alors c'est fondamental, ce que vous venez de dire, parce que tous nos produits, effectivement, utilisent des molécules qui sont déjà approuvées, déjà connues, et qui traitent déjà des millions de patients. Donc le risque n'est pas du tout le même que quand on développe un nouveau produit. On le met dans notre technologie et les autorités réglementaires le reconnaissent bien, parce qu'à la fois en Europe et aux États-Unis, on bénéficie de processus réglementaires qui sont accélérés. Parfois, on peut éviter certaines phases cliniques. Vous n'avez pas fait la phase 2 là, par exemple ? On n'a pas fait la phase 2 sur la risperidone, et en plus avec un nombre de patients réduit. Pour les initiés, ce processus réglementaire aux États-Unis s'appelle le 505B2. Et donc, ça donne à nos produits une équation bénéfice-risque très importante. Vous n'avez pas besoin de refaire toutes les étapes de préclinique. Bien sûr, donc ça coûte beaucoup moins cher à développer. La molécule est connue, donc c'est beaucoup moins risqué au final, parce qu'on connaît son impact. Et par contre, tous nos produits ont un potentiel financier important aussi.
Alors vous avez un autre produit en phase clinique qui s'attaque à la douleur, avec là l'avantage de votre technologie est totalement différent, puisque l'enjeu c'est pas de réduire les prises, c'est de réduire la consommation, hein. C'est bien ça? Tout à fait. Localisant, alors, j'aime à dire que, en fait, bon, imaginez que ce petit dépôt, hein, qui a la taille à peu près d'un demi-petit pois, va relarguer le médicament dans la durée. Donc d'un côté, on peut assurer l'observance, hein, comme en schizophrénie, mais dans d'autres applications, comme la dépression ou la contraception. L'autre application phare, c'est de mettre le médicament où on en a besoin. Je donnais un exemple récemment. Pendant la préparation de l'IPO, je portais mon sac à dos et je me suis fait mal à l'épaule qui est bloquée. Et là, je prends des doses très importantes d'anti-inflammatoires, hein, qui donc, quelque part, entre guillemets, polluent tout le corps pour me traiter l'épaule. Hein, c'est une aberration. Et donc, gaspillage. Il y a un gaspillage, voilà. D'ailleurs, je parlerai du gaspillage après, hein, et l'impact sur l'environnement de ce qu'on fait. Et dans ce type d'application, on cherche un traitement local. Et là, un des groupes de chirurgiens orthopédiques les plus prestigieux en Amérique du Nord, à Toronto, nous a demandé de les aider à résoudre un de leurs problèmes majeurs. 20 à 30% des patients qui ont une chirurgie de prothèse du genou récupèrent mal, ont de la douleur et de l'inflammation. Aujourd'hui, on ne peut pas leur donner de célécoxib, un anti-inflammatoire oralement, parce que c'est complètement contre-indiqué avec les antithrombotiques qu'ils doivent prendre par ailleurs. Donc on les met sur opioïdes, mais ça marche mal, ils sont mécontents, réhospitalisés, et que ce n'est pas optimal. Ouais. De ce qu'on a développé avec eux, hein, c'est un dépôt, hein, qu'ils mettent dans le genou après la chirurgie, qui va relarguer le célécoxib pendant plusieurs semaines. Donc on réduit... Et le célécoxib ne va pas aller dans le corps, Alors, il va y aller, mais comme il y a une concentration locale plus importante, ça suffit à réduire l'inflammation, c'est ce qu'on a vu sur les tests in vivo. Et donc la dose moyenne administrée est divisée par plus de 30. Et donc ce produit, aujourd'hui, est en phase 2. Alors je vais faire un petit aparté sur le terme gaspillage, parce que c'est aussi un terme qui nous est cher à Medincell, c'est notre impact aussi social et environnemental. C'est qu'aujourd'hui, quand on administre un médicament de façon injectée, il n'y a pas de gâchis. Quand vous prenez des pilules et que vous ne prenez pas vos pilules, où est-ce qu'elles vont les pilules? Elles restent dans la pharmacie, si on va bien. Et puis, dans la plupart des cas, elles finissent soit dans les toilettes, soit à la poubelle, avec des conséquences sur nos systèmes. Il n'y a pas de packaging excessif, hein, c'est voilà, ce que vous nous dites. Exactement. Mais quand j'écoute un petit peu ce que vous nous dites, là on parle de la schizophrénie, on parle de la douleur, de l'épaule, du genou, je me dis mais est-ce qu'il y a finalement une limite aux indications potentielles à la technologie de Medincell? Il y a des limites, effectivement, parce que Medincell, même si on aime s'appeler une pharma humaniste, on est très conscient de la profitabilité future de la société et d'un impact financier. Donc il faut que ces produits soient remboursés par les systèmes de santé. Donc ils seront remboursés quand ils apporteront une valeur quantifiable par les systèmes de santé. Donc en schizophrénie, c'est simple, j'ai donné quelques chiffres. Dans d'autres indications, c'est moins simple. Donc on fait toujours des études très poussées et on travaille avec les payers, les organismes de remboursement, pour comprendre leur avis sur le potentiel. En tout cas, on se dit quand même qu'on peut adresser un certain nombre, bien sûr, un nombre assez large. Bien sûr, là on en a une dizaine, même 10 dans le pipe. Et puis après, il y a aussi les contraintes technologiques. Certains médicaments doivent être administrés à des doses très importantes. Donc qui ne sont pas susceptibles de rentrer dans un dépôt qui soit acceptable pour le patient. Alors après la schizophrénie, la douleur post-chirurgicale, quelle pourrait être la prochaine indication dans le pipeline de Medincell? Alors celle qui est la plus mûre aujourd'hui, c'est un produit en anesthésie qui permet de faire à la fois l'anesthésie pendant la chirurgie, puis 4 jours d'analgésie, donc qui va simplifier la vie des chirurgiens et des anesthésistes, mais aussi réduire, voire éliminer la prise d'opioïdes par les patients, ce qui est un enjeu majeur pour la FDA et le gouvernement américain aujourd'hui. Mais on a aussi des programmes en contraception. C'est un programme emblématique, un sujet emblématique sur lequel on travaille avec la fondation Bill et Melinda Gates, en dépression,
dans la transplantation d'organes, la douleur chronique et d'autres qui arrivent. Le pipeline va s'enrichir. Alors, pour toutes ces indications, vous n'êtes pas seul, parce que vous avez avec vous un partenaire bien connu, Teva, un partenariat signé en 2013, qui a survécu, puisque Teva a affronté des vents contraires, et puis il a gardé ce partenariat avec Medincell, il vous a réaffirmé sa confiance. Comment ça marche au quotidien, ce partenariat avec le laboratoire israélien ? Écoutez, ça marche remarquablement bien. Teva, malgré ses difficultés liées à sa fusion avec Actavis, est une société qui était quelque part un partenaire idéal, à la fois parce qu'ils connaissent bien les génériques, les molécules déjà approuvées, et qui sont une société très entrepreneuriale, mais ils ont aussi une division de specialty medicine, donc de nouveaux médicaments très puissante. Donc ils connaissent bien les deux aspects. Du donc marché, ils étaient idéalement placés pour collaborer avec nous, pour faire ces médicaments best in class basés sur des molécules existantes. Alors ils ont investi plus de 100 millions d'euros dans la société, à la fois dans le développement, ils ont à l'occasion de l'IPO, donc également dans le capital. Vous avez ce programme dans la schizophrénie, il y a d'autres programmes qui sont aussi dans la neuropsychiatrie, avec d'autres actifs dans la schizophrénie. Tout à fait. Comment se construit ce partenariat? C'est vraiment une franchise qu'ils veulent construire avec vous? Alors effectivement, donc on a 3 produits en développement. Le premier est en phase 3. Le deuxième étant ce qu'on appelle non clinique, donc les essais sur animal de toxicité. L'étape d'après, ce sera la phase 1 sur homme. Et un troisième qui est en fin de phase de formulation, dont il pourrait donner le go du développement l'année prochaine. Tous dans le système nerveux central et essentiellement en schizophrénie, oui. Donc c'est des produits qui vont se succéder quelque part, des générations de produits. Vous maîtrisez votre communication sur Teva. Là, on sait que vous avez ce produit en phase 3. Il y a des résultats qui sont attendus pour fin 2019, début 2020. Vous allez nous préciser ça. C'est vous qui maîtrisez le calendrier de la communication sur cette phase 3 très importante? C'est Teva qui le maîtrise et on en parle avec eux régulièrement. On a des comités stratégiques, d'ailleurs, qui sont très efficaces, très cordiaux aussi. L'avantage, c'est que comme Teva, on doit faire attention à l'information que nous communiquons, parce que c'est une information stratégique essentielle qui s'attaque à un domaine important. Les long-acting en schizophrénie, c'est quasiment 5 milliards par an, en croissance de 20% CAGR par an. Vous êtes l'un de leurs 4 produits en phase 3. Voilà, et donc c'est vraiment un produit stratégique dont il faut préserver l'avenir et donc l'information confidentielle. Mais de l'autre côté, ils sont aussi actionnaires de Medincell, donc avec les mêmes intérêts que nous et que tous les nouveaux actionnaires qui nous ont rejoints à l'IPO. Bon, alors, quand même, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur moi, je piaffe d'impatience là, sur ces résultats de phase 3. Quand est-ce qu'on aura des premières données disponibles à communiquer au marché, aux investisseurs? Alors, officiellement, donc, les datas seront disponibles début 2020, mais on pourrait avoir des résultats d'efficacité intermédiaire avant. C'est une 2019, fin 2019 fin 2019 peut-être, oui. D'accord. C'est une phase 3 relativement rapide, 24 mois, 596 patients, 80 centres. Donc vous voyez la puissance qu'a mis Teva dans cette phase 3 pour vraiment en réduire les délais. Un point rapide pour finir, Christophe Voisse, sur vos sources de financement. Aujourd'hui, il y a 60 millions d'euros dans les caisses, donc ça va. Medincell a une situation confortable. Qu'est-ce que ça vous donne en termes de visibilité? Comment, bien sûr, vous allez employer cet argent pour les mois et les années? Je vais corriger. Alors allez-y, corrigez. Sinon mon directeur financier va vous taper sur les doigts. C'est le présentateur qui dit la bêtise. On a effectivement accès à 60 millions. Ils ne sont pas dans les caisses. Oui. Donc au 30 septembre, on avait une quinzaine de millions de trésorerie disponibles ou en actifs non risqués. Ils ont été complétés donc, par l'introduction en bourse d'un peu plus de 30 millions. Et je vous rappelle qu'au printemps, on a eu aussi un prêt de la BEI de 20 millions, dont il reste 12 millions disponibles à tirer. Donc quand on additionne ça, ça fait effectivement 60 de disponibles comme source de financement. D'accord. Ça vous donne une autonomie de quelle période, compte tenu aujourd'hui de votre rythme de dépenses? Alors là, je ne peux pas faire de forward statement, comme on dit des États-Unis. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au semestre dernier, notre cash burn opérationnel était un peu plus de 6 millions d'euros. Il va évidemment augmenter avec le nombre croissant de produits et le fait que certains de ces produits vont aller plus loin dans le développement.
Il faut rajouter à ça certains frais financiers, notamment sur la dette Teva et la BEI. Mais disons que ça nous donne une visibilité financière suffisante pour ne pas avoir, en tout cas, ou à demander d'augmentation de capital à court terme, dont je comprends le danger. J'étais capital risqueur dans le passé. Donc là, on a de quoi faire et une visibilité très importante. Donc Teva finance le principal projet aujourd'hui de Medincell, il est financé par Teva. Tout à fait. Donc cet argent, c'est pour regarnir le pipeline, mettre de nouveaux produits en clinique. Alors Teva, pour vous rappeler le business model, parce qu'on a des business models différents, Teva nous paye au service. Je vais dire nous payait parce que maintenant les phases de formulation sont quasiment terminées. C'est pour ça qu'on a des variations d'ailleurs de revenus d'année en année. Et on les aura toujours avant que les royalties arrivent avec les premiers produits, la commercialisation des premiers produits. Donc on a ces revenus de service qui sont complétés par des paiements d'étapes qui sont aujourd'hui importants et là aussi qui varient suivant les années. Et puis, ils seront complétés par des paiements d'étapes de commercialisation et des royalties à la commercialisation. Bon, ben voilà, des résultats, donc des premiers résultats de phase 3 attendus, espérés fin 2019, plein de projets dans les tuyaux. Merci beaucoup Christophe Douat d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Merci Pierre-Louis. Merci Laurent. Ce numéro du journal des biotech est désormais terminé. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition. À très bientôt.